Alors, on va commencer. On est parti pour 1h30 de questions-réponses avec Paul Verhoeven. Et je vais laisser Bruno poser peut-être le premier mot. Oui, merci infiniment, Monsieur Verhoeven, d'être présent ce soir parmi nous. Avant de commencer nos questions, nous avons appris le mois dernier le décès de Gérard Souteman, qui est un proche avec qui vous avez travaillé depuis très très longtemps. Et j'aurais voulu que vous puissiez nous dire quelques mots à son sujet, puisqu'il a accompagné 9 de vos films. Il a écrit la série Floris. Je crois que vous le connaissez depuis 1967. Donc c'est un grand parcours. Merci. So we made, well, you know that we made about 5-6 movies together, and then Spielberg called and said, "You should come here." Yeah, that's true. In the middle of the night, because he forgot it was 9 hours difference. Anyhow, so that's what I did. There were other things, but that are not the nice things, and I won't tell you. Alors en fait, voilà, on s'est rencontrés. Anyhow, that's just how it went, you know. And then we came together again in early 2000s and did Black Book. Oui, donc en fait, on s'est rencontrés à l'université. Il étudiait l'histoire, moi j'étudiais les mathématiques. Et puis un jour, on s'est retrouvés à une fête. Et là, il m'a dit que la télévision néerlandaise projetait une série. Il m'a demandé si je ne voulais pas la réaliser, puisqu'en fait, il l'avait écrite. Et puis, en quelque sorte, on est devenus amis. Et jusqu'à ce que je parte aux États-Unis, à la demande de Spielberg, qui m'avait appelé en pleine nuit, en oubliant qu'on avait 9 heures de décalage. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et puis, on s'est retrouvés avec Gerhard Souteman, je suis désolée pour ma prononciation néerlandaise. On s'est retrouvés ensuite au début des années 2000. Voilà. Après, voilà. Il y a peut-être d'autres choses à dire, mais je n'ai pas trop envie de les raconter. Pendant... It was about the same time, of course, that I discovered the French cinema. Oui, c'est à peu près l'époque où j'ai rencontré, découvert le cinéma français. Truffaut et Godard. And I learned a lot. Et j'ai beaucoup appris. Yeah, I was younger than them. J'étais plus jeune qu'eux à l'époque. Pendant toute la journée, nous avons diffusé vos films de science-fiction au Club de l'Étoile ici. Quel regard portez-vous sur le genre cinématographique et littéraire de la science-fiction ? Yeah, the genre. Yeah. Yeah, well, everybody thinks so, isn't it? Yeah, it is different from normal life. Ouais, c'est un genre bien sûr. And nothing of it is true, of course. Rien n'y est vrai. But you can bring real things inside, secretly, like Jesus walking on the water. That I did in Robocop. If you that was the plan. There was water there, and we put the rails underneath the water a little bit like this, and then Robocop, Peter Weller, is walking on that rail that is not visible. And for me, that was Jesus' work. And the American Jesus is walking on water, and he is going to kill. That was the idea. Oui, et ce qui est bien avec la science-fiction, c'est qu'on peut quand même y mettre des choses du réel, de manière un peu cachée. Puis c'est ce que j'ai fait, en fait. On peut même y mettre Jésus marchant sur l'eau, comme je l'ai fait dans Robocop. Et voilà, ce Jésus américain qui marche sur l'eau et puis qui, tout d'un coup, va se mettre à tuer des gens. Oui. C'est tout. Justement, Monsieur Verhoeven, comment, avec le recul, analysez-vous la popularité de ces films Robocop, Total Recall,
Starship Troopers, qui maintenant sont devenus des films cultes et qui, en fait, décennie après décennie, sont sans cesse redécouverts par de nouvelles générations. Est-ce que vous ressentiez ceci quand vous les avez tournés, que ce serait possible? No, you never think that, I think. But it was more that I didn't dare to do a real American movie because I didn't know the United States in any way. And so doing science fiction, what is anyhow not true in general, I thought I can do that, but I cannot do something normal. It was not that I liked the science fiction, but it felt like a good protection against the fact that I did not know the American people. So I was hiding behind science fiction. Oui, on pense d'abord jamais qu'un film va devenir un film culte. C'est tout simplement. J'ai fait des films de science-fiction tout simplement parce que j'osais pas faire un film qui soit un vrai film américain parce que je connaissais pas suffisamment les États-Unis et je n'aimais pas particulièrement la science-fiction, mais c'était d'une certaine manière un peu comme une protection. C'était quelque chose derrière lequel j'ai pu me cacher parce que ma méconnaissance des États-Unis ne me permettait pas, en fait, de faire un film réaliste sur ce pays-là. That's true, yeah. Is what you've just said. I'm trying to be truthful. Yeah. That's it. Paul Verhoeven, comment vos souvenirs de la Seconde Guerre mondiale, que vous avez connus enfant, ont structuré votre cinéma? Well, Making. Yeah, I was 5 or 6. I remember that I was with a friend as a child, in fact, climbing on a wall in the street, and it was turned out to be a house for the Dutch fascist party. And so they called, apparently, and suddenly military Nazis came in to us and say, you have to get out of the wall, turn your head to the wall, and we're going to shoot you. He and my friend, yeah, my friend and I. And I peed. That is certainly something that will never, I never that I had to go. And then it turned out to be fake. There'll be a fascist, comedy. Oui, il y a une chose dont je me souviens, bon, j'ai vécu la guerre, j'avais 5-6 ans, et je me souviens d'une chose particulièrement, j'étais avec un ami, et on était en train d'escalader un mur, et ce mur, en fait, abritait le bureau, en fait, où des nazis néerlandais, et puis il y a quelqu'un qui a appelé, la police nazie est arrivée, et ils nous ont dit, descendez de ce mur, tournez la tête contre le mur et on va vous fusiller. Et là, j'ai fait pipi. Un truc qu'on n'oublie pas, c'est clair. Et puis, vu avec un peu plus de recul, en fait, je me dis que quelque part, c'est quelque chose qui participerait d'une bonne comédie nazie. And I was in the middle of the bombing of the what is called in The Hague, Giant Out. That was something that the English in the English
planes thought that it was the place where the Germans had their V1 and V2s. And they thought that they put their bombs on that. But they made a mistake with the card. And so they bombed the whole area where people were just only living. And many people died. And I know that my parents were inside that area. But fortunately, that one street was not hit. And it was a little bit the same recently when I was in Los Angeles with the fires. The fire came to about the distance of the lamp star, so to the house. So it was exactly the same as when I was 6. I remember it as such because we nearly lost our house recently in January. And I couldn't live there anymore because the atmosphere of the house, because of the fires and the foam of the people that were trying to get rid of the fire, was Toxic. Yeah, the air was toxic. Yeah, I was looking for a better word to toxic, but our house was toxic. Yeah, we couldn't live there, and so I escaped for some time to Holland. And it's only 2 weeks ago that they told me that my house is saved and safe now. But I couldn't go there. So it was twice in my life, when I was 6 and and now 86. But it was not pleasant. Certainly not in Palisades, where I'm living, Pacific Palisades, and that has a lot of famous people live there. Yeah. Oui, pendant la guerre, il y a eu j'ai assisté à ce bombardement célèbre aux Pays-Bas de La Haye, un bombardement effectué par les Anglais qui ont pensé bombarder en fait une usine de fabrication de V2 qui étaient ces missiles, comme vous le savez, qui devaient avoir la possibilité d'atteindre et de bombarder la Grande-Bretagne. Et en fait, leur carte était mal faite et ils ont bombardé un quartier résidentiel. Beaucoup de gens sont morts. Mes parents se trouvaient dans ce quartier-là et miraculeusement, la rue où ils étaient n'a pas été touchée. Et des années plus tard, très récemment, à Los Angeles, notre maison a de peu échappé aux grands incendies qui ont ravagé la Californie, la maison étant où je me trouve, et l'incendie s'est arrêté là où se trouve la cabine de projection au fond de la salle. Donc pour moi exactement le même phénomène que quand j'avais 6 ans. Et c'était miraculeux que notre maison en janvier dernier échappe aux flammes, mais on n'a pas pu en fait y retourner en raison des fumées toxiques et puis de tous les produits qui avaient été utilisés par le pompier. Et ce n'est qu'il y a 2 semaines qu'on a été informé que notre maison à Palisades, donc un quartier où vivent beaucoup de gens très connus, pouvait de nouveau être habitée. Donc j'ai vraiment le sentiment que 2 fois dans ma vie, à 80 ans d'écart, une fois à 6 ans, une fois aujourd'hui à 86, que j'ai été quelque part miraculeusement épargnée. Et c'était pas très agréable. En tout cas, agréable d'être épargné, mais des moments difficiles. It's all in the book.
I mean, you just have to read it, you know. It's better, better than what I'm saying now. The book is there, the writer is there, and Oui. Alors tout ça, vous le trouverez dans le livre, dit avec d'une bien plus belle manière que ce que je suis en train de vous dire actuellement, par l'auteur qui est là, qui vient de se lever et de vous dire merci. Il faudra le lire. well, I'm not so sure that we should do the whole book here, but perhaps we should talk about the things that are not in the book. Yeah, Sharon Stone, yeah. Alors peut-être qu'on devrait parler de choses qui ne sont pas dans le livre, voilà, parce que c'est peut-être plus intéressant. Sharon Stone, en effet. Yeah. Sorry, are you drinking? No. The four of you should drink more. Yes, you should. Okay. Or about Arnold Schwarzenegger. That's perhaps more interesting. That's I think that are not in the book. Alors peut-être je peux dire aussi des choses intéressantes sur Arnold Schwarzenegger, des choses qui ne sont pas dans le livre. Yeah. So, but you can ask what you want. Justement, Oui, ce que vous voulez. Monsieur Verhoeven, par rapport à tous ces grands acteurs et actrices que vous avez dirigés, Arnold Schwarzenegger, Michael Douglas, Isabelle Huppert récemment, quel type d'acteur vous convient le mieux? C'est-à-dire, préférez-vous les acteurs techniques ou les acteurs instinctifs? If you think about all the great actors that you directed, up to Isabelle Huppert, what do you like best? Do you like method actors or people who I don't know. slam? I don't know the difference. You don't know the difference between instinctive actors and... D'accord. Okay. Alors voilà, il ne fait pas la différence en fait entre les acteurs à l'instinct et les acteurs de la méthode, donc acteurs studio à l'origine, c'est de Stanislavski. Okay. But is there any question about that is not in the book? Alors, s'il y a des questions qui ne sont pas dans le livre, maybe you could tell us a few anecdotes about... Le livre est extrêmement complet. J'ai eu le privilège de le lire avant l'assistance qui est là. C'est un livre incroyable. C'est-à-dire que ça va au-delà même des questions. Il y a des questions auxquelles on n'avait pas pensé, auxquelles le livre répond. C'est un livre extraordinaire. Vous parlez dans ce livre, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses par rapport à votre rapport justement avec Sharon Stone, qui était une actrice inexpérimentée, que vous aviez dirigée dans Total Recall. Elle a un petit rôle, le rôle de la maîtresse de Schwarzenegger. Et il semble que ça a été difficile pour Michael Douglas de voir que vous consacriez énormément de temps à Sharon Stone, alors que lui, qui est un acteur accompli, réussissait ses prises, enfin une ou deux prises suffisaient. Et il semble que vous ayez dû vraiment faire beaucoup de travail vis-à-vis de Sharon Stone. Pouvez-vous nous donner quelques détails supplémentaires, si c'est possible? So the book is incredible. It's extremely complete. There are so many details that, in a way, it answers all the questions. So if we speak about Sharon Stone, she wasn't a very experienced actress when you gave her a small part in Total Recall. And then I heard or read that when you did Basic Instinct, Michael Douglas found it quite difficult that you were spending so much time with her or making her work while he was doing it in one or two takes only. Is it true? I mean, how was it? No, that's the truth. Just the truth. Yeah, sure. Yeah. C'est He vrai. didn't like that. C'est comme ça. Especially when I did something with Sharon myself to instruct her. Oui, Then he came to me
because it was about her getting out of the bed and whatever. And then Michael said, if you touch that woman, Sharon, if you touch her again, I will leave. Oui, alors c'est vrai que... Yeah, I brought her there. I said, let's do this, and which was nice with her. Anyhow. Oui, donc effectivement, hein, Sharon Stone n'était pas très expérimentée, donc il a fallu que je lui montre comment elle devait jouer, comment elle devait être, bouger son corps, donc notamment sur une scène où elle devait sortir du lit, et à un moment donné, Michael Douglas m'a dit, si tu la touches une fois de plus, j'arrête, je m'en vais. C'est ça? Et une dernière chose par rapport à Basic Instinct, par rapport à cette scène mémorable auquel nous pensons tous, où Sharon Stone fait un croisement de jambes qui a marqué le monde entier, il semble que ce soit une expérience que vous ayez vécue avec un ami aux Pays-Bas en 1958, où cet ami vous a désigné une jeune femme qui avait l'habitude de ne pas porter de sous-vêtements et de faire ce genre de numéro dans les cafés ou ce genre de choses. Et cette réminiscence vous aurait amené à en fait proposer cette idée lors du tournage. Est-ce vrai? If we speak about Sharon Stone, everybody thinks about this memorable moment when she crosses her legs, right? And I'm only repeating. And basically, in the book, it says that this scene was inspired to you by a souvenir from 1958 when a friend of yours had shown to you a woman who was used to do this kind of leg crossing wearing no underwear. Was this true or not? Yeah, that's all true. Yeah. The girl was she was somewhat older, and than we and my friends. But when she came to the party, but not only one, but several parties, and she did that. And my friend, he was more audacious than I, went to her and said, "Do you know we see your vagina?" And she said, "Oh, yeah, of course, that's why I do that." Oui, alors elle était plus âgée que nous. Hein, No, that was the story. That was the story. So that is true. This. Huh? There was even now she died, but a couple of years ago she was had an article where she told in the paper that it was all true, that she did that, and that my friend was coming to her to warn her, and that she had to laugh because he didn't understand that she did it by purpose. And so that story I told her when I had dinner with Sharon. Yeah, I had dinner with Sharon, and I told her that story. It was not in the script. And Joe Esterhaus did not do that, write that. And I told her that story. And then I said, "What if we do this?" And that she became very enthusiastic, devilish, so I would call it, and say, "Yes, we're going to do that." And we did. I mean, we sent all the mails out. They were in the scene. There's, I believe, 4 male people, and we did it only with the cameraman and the scriptwriter, the script code. We 3, and then we did these 2 shots, and she had no problem with it. You know, in fact, she gave me her panties. Before she took them out, when she took them out, she said, "That's for you." And I gave it to my kids.
Alors oui, hein, c'est vrai, cette anecdote, cette femme aux Pays-Bas était plus âgée que nous et effectivement, elle avait fait ça dans plusieurs fêtes. Hein, et mon copain, qui était plus audacieux que moi, plus osé à l'époque, est allé la voir en lui disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte que lorsque vous faites ce mouvement-là, sans culotte, on voit votre vulve ?» Et elle lui a dit « Mais évidemment, c'est bien pour ça que je le fais. » quoi. Et quelques années plus tard, hein, il y a même eu, elle est morte maintenant, cette femme, mais quelques années plus tard, il y a même eu un article dans un journal où elle racontait ça, et en disant que c'était tout à fait vrai. Hein, et ça faisait beaucoup rire quand même à l'époque. Cette histoire, je l'ai racontée à Sharon Stone, en fait, quand on a commencé à travailler, c'était pas du tout dans le script. Et je lui ai dit, mais et si on faisait ça? Et ça l'a absolument enthousiasmée. Hein. Il y avait en elle un petit je ne sais quoi de diablesse. On a en fait fait cette scène juste avec, en présence de 3 personnes, hein, le caméraman, la script et moi. Et d'ailleurs, Sharon Stone, avant qu'on tourne la scène, m'a donné sa petite culotte en disant bah, tiens, ça c'est pour toi. Et en fait, moi, je l'ai donnée à mes gosses. Voilà. Yeah, then after that, I think now she tells a little bit more that she didn't know it. She didn't know that I did a shot made that you could see the vagina. But of course the camera is here. How can you miss that? It's a wider shot. There's this, and the other shot is there's it the other way, but I think, or something like that. But it is, yeah. There's 2 cameras, and especially with the close camera, really the vagina there and the camera here. So you cannot, if you study these 2 shots, you realize that she knows. But she loved it at that time. Later, people said to you, you can get an Oscar, but the shot has to be taken out of the movie. Her ambience when they saw the movie for the first time. And then she came to me and said, yeah, that we have to elevate, take that shot out, 2 shots. And I said, no. So yeah, well, of course, if she gave her panties to me, and I think she trusted me. What you see is 7 frames, a third of a second, and you see that little thing, like this pencil strip. That's it. But it's a vagina, yeah. Oui, alors aujourd'hui, hein, elle a tendance à dire qu'elle savait pas. Si vous regardez effectivement les plans, ces 2 plans, si vous les étudiez, il y a 2 caméras qui ont tourné, mais celle qui effectivement saisit sa vulve, elle était, il vous a montré la distance, hein, extrêmement proche, et c'est vraiment 3 tiers de seconde, donc c'est vraiment, c'est 1 tiers de seconde, pardon, c'est vraiment pas très long, mais c'est suffisant pour que effectivement son anatomie soit révélée. Et puis il y a une autre anecdote, il y a lorsque le film a été vu par les gens de l'académie, comme on dit, américaine, hein, les professionnels du cinéma, des gens ont dit ah mais tu pourrais avoir un Oscar, mais par contre il faut absolument enlever ces 2 plans.
Donc, elle est venue me voir, elle m'a posé la question, et puis j'ai dit non, bien sûr. Voilà, et en considérant que de toute façon, si juste avant la scène, elle m'avait donné sa petite culotte, c'était parce qu'elle me faisait confiance. Voilà. Yeah, that's really the story. And we are still friends. And we tried to do Leni Riefenstahl. A movie about Leni Riefenstahl. You know, Riefenstahl is the woman that was never part of the Nazi party, in fact. Oui. But was the beloved director of Adolf Hitler. So we want to make him, and at that time, Riefenstahl was still living, and she heard of the project and about her, and then she said, "Yeah, okay, you can do that, but the woman in the movie has to be Sharon Stone." Interesting for Riefenstahl, huh? Yeah, it's not in the book, huh? This book? Tell me, that's a real secret. No, and I leave some points out. Yeah. Oui, alors on est toujours amis avec Sharon Stone. Et d'ailleurs, on a essayé de faire ensemble un film sur Leni Riefenstahl. Alors vous voyez tout ce qui est Leni Riefenstahl, la réalisatrice chérie d'Adolf Hitler qui n'a jamais appartenu au parti nazi, donc réalisatrice du fameux Triomphe de la volonté. Au moment où on a ce projet, enfin où j'ai ce projet, Leni Riefenstahl est encore vivante, elle va en entendre parler et elle me dit ok, mais la femme qui me joue, ça doit être Sharon Stone. Voilà. Donc quelque chose qui n'est pas dans le livre, voilà. Bruno a confirmé et l'auteur également, voilà. Et vous avez vu que Paul Verhoeven était très très content d'avoir gardé des choses encore à nous révéler. But nobody wanted to put money there. No, so we couldn't make it. There was no. Americans were very much. C'est un film qu'on n'a pas pu faire en fait. Les Américains n'aimaient pas beaucoup l'idée. And yeah, it was a lot of fun. I mean, she's interesting. Sharon. What? Sharon is interesting. Yeah, ouais. Mais c'était amusant de caresser cette idée-là parce que Sharon Stone est quelqu'un d'intéressant. But she's on her best when she's evil. Mais là où elle est le meilleur, c'est quand elle est maléfique. Paul Verhoeven, qu'est-ce qui vous semble primordial dans la création d'un film ? What is key for you in the what is key? What is most important for you in the making of a film? What is the most important? When I was in the military at that time, you had to be 2 years, and I made a movie about the Dutch Marines, and that's went very, very well, and a little bit James Bondy. That was like a James Bond movie with a lot of stuff, and then after that movie was done, and my time was up as a military, then what happened then? Well, that was the moment I decided to leave mathematics and go film. So I'm very thankful for the Dutch Marines.
Oui, alors, quand j'ai fait mon service militaire, à l'époque c'était 2 années, j'ai réalisé un film en fait sur la marine néerlandaise. Et ce film donc a plutôt été bien reçu. C'était un film qui avait un petit côté James Bond comme ça, dans les scènes d'action. C'est une fois que ma période de service militaire a été terminée, que j'ai vraiment décidé d'arrêter les mathématiques pour me consacrer au cinéma. Alors, c'est l'infanterie de marine, Erdkorps Marinier, qui est disponible sur YouTube, que je vous encourage vraiment à voir, qui est un film de 65. Et qu'on voit la séquence du débarquement sur la plage, on pense vraiment à Starship Troopers. When people see Marines disembarking on the beach, it really makes you think about Starfish Trooper. Yeah, but also about, let's say, the landings of the English and Americans in Normandy. Oui, It was et more aussi, based on that. oui, et aussi évidemment au débarquement des Anglais et des Had Américains. explosives, but we had explosives, but not what happened there. But no, it was really. I copied that. The Normandy landings. C'est vrai qu'en fait, ce qui m'a vraiment inspiré, c'est le débarquement en Normandie, même si nous, bien sûr, on avait un petit peu moins d'explosions. On en avait quelques-unes quand même. Mais ça a fonctionné. So what is key? What is most important when you're making a film? What is the most important thing when you decide to make a film? Probably the actors. Probablement les acteurs, donc. Yeah. C'est la chose plus importante. I mean, certainement, really, when you work with Isabelle Huppert, I've never seen an actor so great and bringing so much to the set that I had not even thought about, and integrating that interacting. I think for me, Isabelle Huppert is a category on her own. I don't know any actor or actress that can do what Isabelle. The character that she has in Elle is really iffy, but you go for her. And I think, I think for me, Isabelle is the most gay. How you call that? Gifted? Well, the best actor or actress that I ever met. Yeah. Ouais. He still have been trying to do a second movie, but that has not happened. Oui, alors les acteurs sont la chose la plus importante, et particulièrement quand on travaille avec quelqu'un comme Isabelle Huppert, elle est absolument formidable. C'est quelqu'un qui apporte tellement, en fait, au moment du jeu sur le plateau, y compris des choses auxquelles on n'a pas du tout pensé. Elle a vraiment cette capacité d'un jeu qui vraiment vient du plus profond d'elle. Et c'est une catégorie particulière d'actrice. Il n'y a personne d'autre qui est comme elle. Le personnage de Elle, par exemple, est un personnage extrêmement complexe. Et vraiment, on la suit dans ce personnage jusqu'au bout. Et c'est vraiment la meilleure actrice avec laquelle j'ai jamais travaillé. Et on essaye de faire un second film, mais jusqu'à maintenant, ça ne s'est pas produit. Un, deux, ça marche. Vous êtes un réalisateur qui a été très souvent critiqué par la presse lors de la sortie de vos films, pas seulement aux Pays-Bas, mais également aux États-Unis. Je pense aux Pays-Bas aux réactions pour le film Spetters, où les réactions ont été terribles de la presse et de groupes, comment dirais-je, motivés, mais également aux États-Unis, notamment par rapport à Showgirls,
Des années plus tard, ces films sont réhabilités. Quel est votre sentiment vis-à-vis de la critique en général? Yeah, they are. Not really, they haven't been very nice with you. They were wrong. Well, yeah, this is what he said, because now those films, are really considered cult movies and they have been seen differently. But what is your general feeling about film critics? Well, I love them when they think that I'm great. Je les adore quand ils pensent que je suis formidable. But otherwise, I don't need them. Mais sinon, je n'ai pas besoin d'eux. No, the Dutch journalists have an exception. Have never been very nice to me. No. Oui, en effet, la presse néerlandaise, à l'exception de mon biographe ici, a généralement n'a pas été très gentille avec moi. Spielberg, who had called me to say you should not stay in Holland, come to me to the studios and I introduce you. And that after seeing Soldier of Orange, which was 1978 or something, and a Dutch movie. And just before that, we finished Spetters. And so I said, oh, that's interesting because I have a new movie. And I said, well, come. So I came and then we gave him the movie. That didn't work. They walked out. The people, when Spielberg was looking at it, they walked out. Yeah, as protest because it was so dirty. Spetters, yeah. Well, yeah, of course, there's some things happening there, isn't it? I don't know if you ever saw it, but that was the end of my love story with Spielberg. Ouais, alors voilà, Spielberg, c'est vrai que la presse néerlandaise n'a pas été très gentille avec moi. C'est l'une des raisons pour lesquelles Spielberg m'a téléphoné en me disant mais vous devriez quitter les Pays-Bas et puis venir travailler dans un studio. On avait ce projet en fait en 1978. Alors c'est Soldats, je pense. Je ne sais pas quel est le titre exact de ce film. Est-ce que j'ai... Ouais. Soldiers of Orange, Okay. Généralement, oui. D'accord. Et donc, on avait juste fait Spetter juste avant, et on a donné le film en fait à Spielberg et les gens ne restaient pas parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu le film, mais il y a des scènes qui sont un peu difficiles, voilà, et donc ça a été un peu la fin de mon envie de travailler avec Spielberg ou de la possibilité qu'on avait de travailler ensemble. On a beaucoup critiqué votre attrait pour le sexe et la violence, mais est-ce que le sexe et la violence ne sont-ils pas le moteur de votre création ? Oui, n'est-ce pas? Without evolution, there's nothing in it. But We learned basically to separate a thing into in male and female because that worked better. The evolution. Evolution is always looking for babies, isn't it? Evolution is babies. Yeah, you didn't know that? Oui, alors, effectivement. No, you have forgotten that you are all just
let's say, a little part of the universe that is in reality are just very intelligent. What would you call them? Apes. We are all apes, isn't it? We were all apes. Or is somebody here thinking that they were going out of nothing? And what's the answer of the community here? Do you believe in evolution? Do you believe that? Oui, I don't know about French people, but they believe of evolution. alors, il y a rien. Je vais traduire, mais après, voilà, tout vient de l'évolution, en fait, hein, et l'évolution, c'est ni plus ni moins que cette volonté de perdurer et de faire des bébés, etc., etc. Finalement, nous ne sommes jamais que des singes particulièrement intelligents, hein, et moi, je serais curieuse de savoir, voilà, vous tous, je ne sais pas ce que les Français pensent de l'évolution, mais que pense cette salle de l'évolution? Est-ce que vous imaginez que vous êtes autre chose que un singe? But nature is not perfect, huh? Mais la nature n'est pas parfaite. Yeah, there is between male and female. There are many ways of doing that. And let's say the normal way is male female. In fact, I just think in England last week or 2 weeks ago they decided that trends didn't exist. The English department. What do you think about that? Now you and everybody else. You think it's idiotic? Evolution is really, nature is it's called a Gauss curve. That is so. And that is here male female, and here is male female. So here and a little bit lower there is doing both, and then there is trans, and there is this and that and this and that. Just always less and less and less, but it's there. Everything is there. And basically, to say trans is not there, it is there. Of course, nature made that, but it's not the nature. It's not the evolution wants basically. But this is, but it is just a curve that says everything in nature happens. Wait, don't. And why are you saying that trans doesn't? Of course, nature made that perhaps by coincidence, but it's there, you know. Ouais, l'évolution, hein, il y a effectivement l'homme, la femme avec un certain résultat, mais après, dans la nature, il y a plein d'autres déclinaisons. Hein, tout ça, c'est ni plus ni moins qu'une courbe de Gauss où on va trouver tout ce qui peut exister quelque part comme, on va dire, type de sexualité. Hein. Et il y a 2 semaines, les Anglais ont décidé que les trans n'existaient pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai trouvé ça absolument ridicule parce que tout est dans la nature. Je ne sais pas ce que vous pensez, mais voilà, on a cette courbe avec tout un tas de déclinaisons possibles et existantes déjà. Je voulais vous poser une question par rapport à la musique dans vos films. Vous avez parlé de l'importance du rythme pour la qualité d'un film. Et par ailleurs, j'ai lu donc, dans le livre de Rob Van Skiers que vous étiez très intéressé depuis longtemps par la musique de Stravinsky. Est-ce qu'elle vous a influencé dans sa structure ou avez-vous également pensé à l'utiliser pour la bande-son de vos films, certaines œuvres de Stravinsky?
Stravinsky's music. What do you find there? Did you ever think about making a film about Stravinsky? Did you ever think about using its music in a film? And music is something that you cannot do in another way. Isn't it? No. It's another language. You cannot put it in words. Well, yeah, if they sing, but really it's something different. And I think everybody has his own composers that they really like, but I didn't use, in my films, I use more Prokofiev, I would say, than Stravinsky, but Stravinsky is for me the best composer ever, but better than Bach. Or? No? Ouais, la musique, c'est un But autre now langage. nowadays, the one that is also in the news very much is Ravel. Recently, and Ravel's music, I started with Ravel. When I started to look at, listen to, it was Debussy and Ravel was the top, and then and it took me some time to find Stravinsky. Took me I didn't know it and whatever, and then that's it. But when I hear now on the new on the television, there's a lot of Ravel. It's good. Yeah. Perhaps you forgot that, but huh? La musique, hein, c'est vraiment une autre langue, c'est quelque chose qui ne peut pas être mis en mots, c'est juste quelque chose de différent. Et je crois que chacun d'entre nous a son compositeur préféré. Hein. Dans mes films, j'ai plutôt utilisé Prokofiev, même si c'est Stravinsky qui est mon compositeur favori. Je l'estime bien plus que Bach, hein. Je pense qu'il est meilleur. Après, il y a aussi Ravel, dont on a beaucoup parlé dernièrement, et c'est vrai que j'ai commencé moi par Ravel. Il y avait Ravel et puis il y avait Debussy, mais Ravel était bien au-dessus, et ça m'a pris un certain temps avant de découvrir la musique de Stravinsky, mais c'est vrai que voilà, Ravel est peut-être en ce moment davantage entendu que ne l'est Stravinsky. So I use a lot. I worked very well with Jerry Goldsmith in the United States, who is probably the best film composer ever, in my eyes, because he could really do this kind of movie, or that kind of movie, or this kind of movie. He would always solve it, but it took us forever to find the music of Basic Instinct, for example. On Total Recall, that he also did, it was no problem at all. It was the first notes, and it was clear. And I never had to look at it, and he came to the studio, and it was perfect. The Basic Instinct, he came to me and said, I have this, and I thought it was bad. And then so we talked at this and that. Then I said, I'll try. And I passed by a week later, and he had something new, and it was not good. And he was, of course, a very, very important and well-known composer in Hollywood. And I didn't dare to go to him anymore and say it's not good, but I did it anyhow. So, and then after 3 or 4 times, I said, well, I don't know what to do. And then he showed me something. He said, well, I have something new. And but this after a month or two. What about this? Yeah, and it was in the computer already, I think. So the piano played,
and or perhaps the orchestra was also a new computer already, and it didn't work. But you can find out. You take the music, put it under the images, and put them together, and look. Then everything changes. The music can do with your images, point them out in this way, that way, they or whatever, and it didn't work. And then, by coincidence, I said, "Well, why would we not have this music that doesn't work, but put it under in another scene?" And that worked. And then basically he composed within a week. They said, we got it. And the music is really good. Oui, mais Gary Goldsmith est quelqu'un avec qui j'ai beaucoup aimé travailler aux États-Unis. C'est pour moi le meilleur compositeur de musique de film. Et c'est quelqu'un qui est capable de faire de la musique pour tout type de film, quel que soit ce qu'on attend de la musique, il va être capable de le faire. C'est marrant parce que la musique de Total Recall, il a trouvé quelque chose de satisfaisant très très vite. Ça a été simple. Et pour Basic Instinct, au contraire, ça a pris beaucoup de temps. Il est venu, il m'a proposé des choses, c'était pas bon, ça fonctionnait pas, et c'était à un moment donné, au bout de 3-4 essais qui n'étaient pas concluants, je savais plus trop comment lui dire, alors que c'était quelqu'un qui était très connu, très reconnu et très important à Hollywood. Finalement, je lui dis quand même que ça ne marchait pas. Ça s'est étalé sur un mois ou deux. Et finalement, il m'a remontré encore quelque chose. Alors, je ne sais plus très bien si c'était juste du piano ou quelque chose qui était déjà orchestré. Mais là, on réessaye encore. Donc, c'est une question, bien sûr, de mettre la musique sur les images et de voir ce que ça donne, de trouver une correspondance entre les mesures et ce qui se passe à l'écran. Et puis, ça marchait toujours pas. Et à un moment donné, je lui dis, écoute, peut-être on pourrait essayer de mettre cette musique-là sur une autre scène. Et là, tout d'un coup, ça a fonctionné. Et quelque part, ça a été le point de départ ou l'étincelle dont il avait besoin. Et après, il a composé toute la musique en une semaine. Alors, cette question, cette question pour vous, elle m'a été posée par une spectatrice qui est présente dans la salle. Vos personnages féminins ont toujours été forts et même source d'exemple pour la jeune fille que j'étais. Dans Starship Troopers, une femme est aux commandes de son propre vaisseau. Dans Total Recall, la femme d'intérieur parfaite n'en est pas vraiment une. La prostituée du film est une combattante et vous avez même mis à l'écran une femme en situation de handicap très badass. Où avez-vous trouvé l'inspiration pour ces personnages féminins? What movie? 3 of them. It was an example of the strong character that you give to the women in your film, right? And in Starship Trooper, a woman is actually head of a spaceship. In Total Recall, this housewife is not as perfect as she seemed to be as a housewife, and there is a prostitute in another film that is a real fighter, and you even there showing a woman who was handicapped, who was in a way a very badass. So what inspired you to actually do these female characters of yours who are very strong? Yeah, but this is the question, in effect. They're very strong, yeah. Yeah, but what was your inspiration for these women, for these characters? Well, that it goes in the... when I grew up and I was 5 and went to school, till I was 17, and then later on the university,
I always noticed that that was already mixed, isn't it? In France, we were a bit late. But in Holland, we were very early by putting male and female in the same class. But when I was a year in France, in Saint-Quentin, that was still a school for male. In Holland, didn't for a long time didn't happen. It was mixed always from the beginning, unless it was religious, of course. But so yeah. What was the essence from the inspiration for those characters? The girls that I always had better numbers than I in the class. On when I was 5, when I was 10, when I was 15, when I was 25, when I was 30. At the end of my academic career, they were always better. They always had at least say they always had higher numbers than I. So I thought that's so it's natural for me to see female as powerful and powerful and creative as men. Oui, en fait, quand j'ai grandi, l'école aux Pays-Bas, c'est mix depuis toujours, à part pour l'enseignement, à part pour les écoles religieuses. En France, la mixité dans les écoles, c'est arrivé bien plus tard. Vous étiez un peu en retard. Et quand j'ai passé une année en France à Saint-Quentin, c'était dans une école de garçons. Les écoles mixtes, ça n'existait pas. Et donc, pendant toute ma scolarité, en fait, j'ai étudié avec des filles, que ce soit à tous les niveaux de l'école, et les filles, elles avaient toujours des meilleures notes. Que j'ai 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25, 30, à la fin de ma période universitaire, les filles étaient toujours meilleures. Donc, ça a été une inspiration quelque part naturelle pour montrer des filles qui étaient toujours puissantes et créatives. Yeah, the male people here have to. What's your review in general about what is the audience thinking about the male female thing? Alors que pense le public en fait de cette question-là, homme-femme, fille-garçon? Would think basically that female are better. Est-ce que vous pensez que les femmes sont meilleures? Personne. Qui pense que les femmes sont meilleures? Equal. The same. Monsieur Verhoeven, alors que, a priori, vous n'êtes pas baptisé, vous n'avez pas été élevé dans la religion, vous vous intéressez au personnage de Jésus-Christ depuis très longtemps. Vous avez fait partie du Jesus Seminar aux États-Unis à partir de 85 ou 86. Vous avez projeté de faire un film sur Jésus et finalement, vous avez écrit ce livre avec Rob Van Skiers. Êtes-vous toujours en recherche pour faire un film sur Jésus ou restez-vous dans une démarche académique de recherche sur le personnage? Education, but nevertheless, you've been interested in Jesus for many years. You had planned to make a film about Jesus. You did a book with Rob Van Skiers. So, do you still have this project in mind, make a film about Jesus, or do you want to
In the last couple of years, I'm coming to the conclusion that that I will make many people unhappy when I make this book. But it's already bad enough that I wrote a book about it. Ouais, ces 2 dernières années. Because it's true. My vision is true. No resurrection, no. No. It's not possible. As a mathematician, I can tell you it's impossible. So that is fake. Yeah? What do you think here? What do you think here, basically, about resurrection? Alors finalement, évidemment, il y a ces 2 dernières années, quelque part, j'ai réalisé que c'était suffisant, en fait, d'avoir écrit un livre sur Jésus-Christ. J'avais déjà rendu pas mal de gens malheureux ou pas contents. J'avais mécontenté pas mal de gens, et que si je faisais un film, c'était pire. Parce que de toute façon, voilà, ce que je dis dans le livre est vrai. Il n'y a pas de résurrection. Ça, en tant que mathématicien, puisque Paul Verhoeven a étudié les mathématiques vraiment de manière sérieuse et approfondie, je peux vous dire qu'il n'y a pas de résurrection. Donc cette histoire-là est un mensonge complet. Qu'est-ce que vous en pensez de la résurrection ? Vous pensez que c'est possible ? If science says no, it's no. If science says that something is not possible, then it is not possible. Yeah, that's what I think. Yeah. Oui, c'est ce que je pense, dit-il. So I'm always right, isn't it? Donc effectivement, j'ai raison. Toujours. Le thème de la trahison est commun à l'histoire de Jésus et de Jean Moulin. Alors je ne sais pas si dans la salle vous le savez, mais Paul Verhoeven a à un moment donné pensé à faire un film sur Jean Moulin. Est-ce que le thème de la trahison, c'est quand même un thème important pour vous ? Betrayal is common to Jesus and to Jean Moulin. So, you have wanted to do a film about Jean Moulin. I tried. You tried? Yeah, sure. Would you still be... I studied him for several years in books. Yeah, every book about Moulin I read, and I thought it would, but I had the feeling that my producer was not so into that, in fact. But I think the story of Moulin has been done many times, in fact, especially for television. But I don't think it could be done in a really more realistic way, you know? It could, or it should be done. it should be done. Yeah, sure. But I'm not sure that anybody wants to do it. I mean, it's always a financial thing. If the money is there, the movie will be made. If the movie is not there, huh? The money is not there. No movie. Oui, donc c'est vrai que ça m'intéressait, effectivement, cette histoire de Jean Moulin. J'ai lu à peu près tous les livres qu'il avait écrits, les livres qui ont été écrits sur lui, et en même temps, à un moment donné, j'ai réalisé que mon producteur était peut-être pas finalement si intéressé que ça par cette idée. C'est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup de choses de faites sur Jean Moulin, particulièrement en télévision, et que c'est vrai que voilà, quand on a l'argent pour faire un film, le film se fait, et si on n'a pas l'argent pour le faire, le film ne se fait pas. Je crois que cependant, l'histoire de Jean Moulin aurait mérité qu'il y ait un film plus réaliste qui soit fait dessus. La complexité de raconter l'histoire de Jean Moulin, c'est qu'il y a forcément un traître qui a vendu Jean Moulin, et dans les seules personnes qui auraient pu trahir Jean Moulin, tous sont devenus des compagnons de la libération. Donc voilà, ça veut dire que si on dit la vérité, il y en a un des anciens résistants et forcément quelqu'un qui a donné Jean Moulin, ce qui explique la complexité aussi peut-être de faire un film très réaliste, voire trop réaliste. Yeah, the problem also
someone betrayed Jean Moulin. Okay, and out of the Probably books at all, the person that we all think that they did it. sorry, There is a person that most people think is a traitor. I forgot his name but Cordier. il y a un traître en fait. Enfin, voilà, il y a une personne. Cordier. Cordier. Daniel Cordier. Non, il n'a pas l'air de dire que c'est. Oui, non, il y a plusieurs personnes. Pierre de Bénouville, Raymond Aubrac, etc. etc. Ouais, Lydie Bastien, enfin bon. But I think the evidence is that he did it. Yeah. I think that, in your opinion, there are evidences. Yeah, sure. Someone Oh, yeah, did it. absolutely. Yeah. Oui, Yeah. à son avis, Yeah, lui, en he's- fait, il y a vraiment quelqu'un Yeah. qui croit-il est la personne qui a trahi Jean Moulin, quelqu'un qui a réussi à s'échapper de prison plutôt facilement. Who is it? C'est qui? Who is it? Do you remember the name? No, I don't remember the name, but it's in the literature. He is always the one that everybody thinks did it. Oui, tout ça, ça se. I Effectivement, can il y find it for you. il y a un coupable quelque part qui ressort de tous les livres qui ont pu être écrits sur le sujet, en fait. Alors, on a un peu de temps encore pour des questions dans la salle. La règle, c'est vous poser votre question bien fort pour que tout le monde puisse l'entendre, évidemment, dans cette salle, en français, pour que derrière, Pascale puisse traduire. Ah bah. Ouais. Bonsoir Monsieur Meulemans, merci beaucoup. Je suis un peu ému. Voilà, je considère que vous êtes un des cinéastes les plus importants de l'histoire du cinéma, donc c'est vraiment quelque chose de très très fort de vous avoir si proche. Et une des choses qui me frappe le plus dans votre filmographie, c'est que c'est une filmographie à période. Vous avez une période hollandaise, une période américaine, une période française. Toutes ces périodes ont été très importantes pour moi et à mon avis, elles sont toutes d'une force très importante. J'ai une question un peu précise sur le passage entre la Hollande et les États-Unis. Quand on regarde vos premiers films, vos films de jeunesse, j'allais dire, en Hollande, c'est des films où on sent déjà une grande ironie, mais c'est des films qui ont quelque chose de beaucoup plus tragique, presque de mélodramatique, qui sont voilà, des films avec beaucoup de sentiments, en fait, quelque chose de très sentimental. Et à partir des États-Unis, il semble que l'ironie ait pris la place du reste, que vous soyez devenu vraiment un cinéaste plus ironique. Et du coup, ma question, c'est voilà, est-ce que vous pensez que c'est le passage aux États-Unis qui... est-ce qu'il est impossible pour vous de faire des films sentimentaux, tragiques aux États-Unis? Voilà. Merci beaucoup et merci d'être là et bravo, vraiment, merci beaucoup. So, well, hello. I'm very moved to have you so close to myself because I feel that you are one of the most important filmmakers of film history. You really have distinctive history. You have a period as a filmmaker in the Netherlands, you have a period as a filmmaker in the US, and you have a period in France as well, right? And for me, each of these periods is very important. But I have a question to ask you. To me, the Dutch film you made were very ironic, but at the same time, they convey a strong sense of tragedy, and they were sentimental in a way. And it seems to me that when you started making film in the US, the irony took over entirely. Do you think it wasn't possible anymore to do, dramatic and more sentimental films when you were making them in the States? And if yes, Is Black why Book, not? Black Book is not American, yeah? Black Book. Black Book, il n'est pas américain, ce film.
But the question is? The question is, do you agree with the way he sees it? That is, the irony took over, more dramatic and more sentimental, the dramatic and sentimental aspect. Sentimental is not good, I think. Ah, le sentimental, c'est pas bon, donc c'est pas bien. No, sentimental? Well, in Dutch it's not good. Let's put it that way, sentimental. Yeah? In French, it works well. Okay. Anyhow, it had to do with the fact that I didn't know anything about the United States. In fact, I was not interested in the United States ever. I was much more interested through my father in France. And it was more that there were really difficulties in Holland with producers, with screenplay writers, and the money that the government. So I had to, and then Spielberg saying, "Come here," and when I went to the United States, I felt that I didn't know anything about the United States, and that it was much better to do science fiction than something real. And the first two movies were science fiction, RoboCop and Total Recall. And I did then Basic Instinct, that was a little bit Hitchcockian, that I knew also studied Hitchcock, of course, and and I went back to Showgirls was of course realistic, but then I went back to science fiction because I realized that I didn't know the United States at all after Showgirls. I just, it was a funny movie. I mean, that is the problem, it's not that I'm not a big science fiction fan. I never was. I'm much more interested in but it was the only way to survive, because I didn't know with science fiction could say it's not true anyhow. That I don't know anything, nobody will notice because it's in the future, and then this changes and etc. So I tried to live. I tried to get the next movie done, and I felt more safe to do science fiction. Because they couldn't find out, they would not find out that I lived 50 years in Europe, and I was a European, and I was not an American. And I became an American. I'm still Dutch. Oui, sentimental, ça sonne pas très bien en néerlandais. Bon, français, ça sonne pas si mal que ça, lui ai-je dit. Mais en tout cas, je crois que tout simplement, tout ça, c'est parce que je savais rien sur les États-Unis et que finalement, les États-Unis n'ont jamais été un pays qui m'a intéressée. J'ai toujours été, et ça, à cause de mon père, beaucoup plus intéressée par la France. Et si j'ai quitté les Pays-Bas, c'est parce que j'avais des difficultés avec la production, avec l'argent, avec le gouvernement, les professionnels. Et quand Spielberg m'a dit venez donc, du coup j'y suis allée. Mais vraiment j'avais le sentiment que je ne connaissais rien à ce pays. Donc j'ai fait de la science-fiction, comme je le disais tout à l'heure. Mes deux premiers films faits aux États-Unis, Robocop et Kotori ou Kokori, voilà, sont des films de science-fiction. Après, j'ai fait Basic Instinct, qui est plus Hitchcockien, et j'avais bien sûr étudié le cinéma d'Hitchcock.
après, j'ai fait Showgirls, qui est plus réalistique, puis je suis revenue plus réaliste, pardon, et puis après, je suis revenue à la science-fiction, parce que j'ai réalisé que malgré le temps que j'avais pu passer aux États-Unis et les films que j'y avais faits, je connaissais toujours pas ce pays. J'ai jamais été un grand fan de science-fiction, mais j'y suis retournée, parce que d'une certaine manière, faire des films de science-fiction, c'était ma manière à moi de survivre, au sens où faire des films, continuer à faire des films. Et puis, puisque je parlais de ce futur que personne ne connaissait, du coup, je pouvais dire des choses sans que quelqu'un me dise mais comment tu peux dire ça, tu connais rien, c'est pas possible. Et en fait, il y avait cette idée-là aussi de dire, de faire que les Américains ne se rendent pas compte que, j'étais toujours un Européen. Je ne suis jamais devenu un Américain. D'ailleurs, j'ai toujours un passeport néerlandais. But it was a lot of fun to work with Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Sorry. Yes, that was fantastic. He's such a nice guy. He's a Republican man. No, not really. He's a Democratic Republican. But we had so much fun in Mexico. Yeah, well, it was fantastic. He is the most fun actor that I ever worked with. You know that we were, of course, both Europeans, in fact. So that it was already an advantage to, and Arnold doesn't care if he does something wrong. He's not like, looks really bad. Let's do it again. And no ego, none, zero. Yeah, it's amazing. So I think my adventure was, we tried for years to make another movie together, the Crusades. And but ultimately the company Carolco went into bankruptcy and it was never made. But that was what have been our second cooperation. But unfortunately, that was not didn't happen. But Arnold is, I don't know what you think of Arnold, but I can assure you that he is a very nice guy. Oui, Arnold Schwarzenegger, c'est vraiment quelqu'un avec qui je me suis vraiment quelqu'un de sympathique et de super. C'est un républicain, enfin c'est un démocrate républicain, mais qu'est-ce qu'on a pu s'amuser en fait au Mexique. C'est l'acteur le plus drôle avec lequel j'ai eu l'occasion de travailler. Alors c'est vrai que on est tous les deux européens, c'était un avantage. Mais Schwarzenegger, s'il a fait quelque chose, s'il fait quelque chose et que c'est pas bon, il est prêt à faire encore et encore et encore et refaire. C'est vraiment quelqu'un qui n'a pas d'ego, mais rien. Et c'est vrai qu'on avait envie de faire un second film ensemble sur les croisades et puis finalement la maison de production a fait faillite et ça s'est jamais fait je sais pas ce que vous pensez de Schwarzenegger, mais en tout cas c'est vraiment un chic type. So this is a bit part of my question. This is like a crossover question between RoboCop and Total Recall. I heard that at first that Arnold Schwarzenegger was considered to play RoboCop, but he looked like too big to fit in the suit, so you took Peter Weller. It's true. And he was kind of pissed because like it was a tremendous movie and he really wanted to work with you. He also really wanted to do Total Recall, but it was a De Laurentiis project that was supposed to be made with Patrick Swayze. But when they went bankrupt, he made everything he could to get this project, but also to get you on this project. So I just wanted to know, how did he brought you into Total Recall? How did this happen? You know, you understood what I saw. Alors juste rapidement, voilà,
summarize, hein, je résume, voilà. Donc, est-ce que c'est vrai que vous aviez envie, en fait, d'avoir Schwarzenegger comme Robocop, mais que quelque part, il était trop musclé et trop costaud pour rentrer dans le costume, hein, voilà. Alors, donc ça, c'est vrai, apparemment. Et puis, donc, après, Schwarzenegger s'est vraiment battu parce qu'il avait très, très envie de travailler avec vous pour jouer dans Total Recall. Et moi, j'aimerais en fait savoir comment il a réussi à faire que ce film se fasse, puisque au départ, le projet était porté par une maison de production qui a fait faillite, ou un studio qui a fait faillite. Et voilà, comment a-t-il réussi à faire repartir ce projet, et surtout comment il a réussi à faire que vous soyez le réalisateur de ce projet. You do know what the question is. How did Schwarzenegger manage to actually have Total Recall being rescued in a way, because it was first a project that the company got bankrupt, and then how did he manage to get you onto the project to make sure that you are going to direct it? You remember? Arnold made sure. Yes, but how did he do it? Do you remember? He fought very much, and how was that? Very simple. He said he had seen Robocop, and we had met in a restaurant. And I talked for 20 minutes because we were just European, and based on Robocop, he demanded Arnold at Rolco, my Maria Casa. That I should direct the movie. Arnold did. Nobody else. He said, okay. En fait, il a exigé. Hein, c'était très simple. Il a exigé que ce soit moi qui fasse le film. Et c'est vrai que voilà, il avait vu Robocop, et puis on s'était une fois par hasard trouvé dans un restaurant. Comme on était européens, on avait discuté pendant 20 minutes. Then we had, in fact, a dinner with the people of Karolko and Arnold and me and some other people, and that was something like. It's difficult to describe because it was so nothing in this, in the sense that. Mario Casser asked, "Do you want to make this movie?" This is Paul Verhoeven. Arnold said, "Yeah, sure." And Paul, "Do you want to make this movie with Arnold?" "Yeah," I said, "Yeah." "Oh, sure. Let's shake hands and you can start tomorrow." Like a marriage, in fact. Next day. Amazing. Yeah. If you have Arnold on your side, you can get. Well, perhaps not anymore now, but at that time, basically, everything that he wanted, he got. Oui, en fait... But in a nice way, yeah? Not a mean man. Oui, on s'est retrouvés avec les gens de Corocco, Schwarzenegger, et moi, pardon, c'était un dîner. Hein. Alors, c'est difficile, en fait, de raconter ce qui s'est passé. C'est-à-dire, en gros, Mario Cassera a dit à Schwarzenegger, voilà, est-ce que tu veux faire le film avec Paul? Et moi, il m'a dit, est-ce que tu veux faire le film avec Schwarzenegger comme acteur principal? Voilà, on a dit oui, on s'est serré la main, et puis on a commencé le lendemain. Voilà, vraiment le lendemain. Et à l'époque, c'est vrai que quand Schwarzenegger voulait quelque chose, ça se faisait. Voilà, peut-être plus maintenant, mais à l'époque, c'était le cas. Et puis, il exigeait les choses, mais de manière sympathique, parce que c'est un chic type. Voilà. Et ben, ça sera le mot de la fin. Je pense qu'on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Paul Verhoeven. Thank you. Let's go to the next movie.